Ciao, ciao a tutti, ben arrivati, benvenuti. Sono contento anche che Mario e Lorenzo sono qui. Mario, iniziamo. C'è Mario, Lorenzo da qualche parte, quindi è proprio un'occasione speciale anche per noi essere tutti qui e tre insieme. Un grande programma per stasera e soprattutto un benvenuto a Adel Abdessamed qua. E Carlo Falciani, il curatore della mostra Attenzione Continua. Volevo ringraziare anche le persone in galleria che si sono spese tantissimo per questa mostra, che sono Verusca Piazzesi, che è là, e Viola Catoni, non solo anche e tutto lo staff che ci accompagna. Approfittavo anche prima di poi lasciare la parola e sentire questa bellissima discussione sulla tensione o forse qualcos'altro su Oci Ciornie, che è l'opera che è qui, che accompagna anche la scena con Adel e Carlo dietro questa bellissima opera. Per l'occasione Adel Abdessamed ha anche installato un video nell'altro spazio, nell'Arco dei Becci, che spero dopo è aperto, si può vedere. Magari passo subito la parola a Veronica Tronnolore, che ci dà anche il programma del giorno. Lei è la nostra gallery manager di San Gimignano, per chi non la conoscesse, e così facciamo il programma della giornata, che sarà bello intenso. Grazie. Grazie di essere qui, perché il momento più bello per noi del nostro lavoro è quello di vedere proprio lo spazio vivo e partecipato, sia per noi che lavoriamo ma soprattutto per gli artisti, che poi è proprio il momento più bello. Il programma della giornata è ricco. Iniziamo col talk, grazie ad Adel Abdessamed per essere qui, è un onore, artista di fama internazionale e il curatore della mostra che ospitiamo nello spazio più grande che è questo del cinema, che è Attenzione Continua. Il tema lo scopriremo con loro, sicuramente si parlerà anche della tensione, perché nel capitolo legato al tema della tensione politica sociale Carlo ha invitato proprio Adel a proporre il lavoro di cui ci diceva prima Maurizio. Poi subito dopo il talk faremo una visita guidata insieme a Carlo Falciani e poi vi invitiamo ad andare a vedere gli spazi dell'Arco dei Becci, dove Adel ci ha omaggiato con un video che si intitola Jean Proximus Ardet, Le Derniers Vidéos, e che è appunto un video molto importante, vi invito ad andare a vedere, che è un'allegoria proprio su tutte le tragedie che sono accadute e accadono purtroppo tuttora nel Mar Mediterraneo. Poi vi invito anche a vedere la mostra di Alicia Kvade, che è sempre aperta, quindi uno spazio qui vicino, potete chiedere tutte le informazioni all'ingresso. Alle ore 6 nel pomeriggio c'è il secondo appuntamento, che è al nostro spazio in Piazza della Cisterna, dove l'artista Susana Pilar ha preparato per noi una performance di cui noi non sappiamo niente, quindi ci omaggia anche lei con questo momento segreto, quindi lei ci troveremo tutti là e poi ci dirà qual è la location e scopriremo insieme il tema della performance. A seguire una visita insieme all'artista e a qualcuno di noi proprio della sua mostra, che si intitola Empatia. Come ultimo appuntamento, alle ore 7, proprio qua dove adesso siete seduti voi, avremo un musicista, Lorenzo Riesler, che farà una performance di batteria sempre sul tema della tensione, quindi della mostra che ospitiamo qua. Quindi grazie a tutti, buon inizio. Sì, prima un po' di orari, perché siccome è bello ritmato, la vostra conversazione durerà circa 30 minuti, vorremmo lasciare uno spazio aperto per le domande, una ventina di minuti, in modo che Carlo possa iniziare questa visita, per chi vuole, dall'ingresso della galleria verso le 5, così forse riusciamo a essere in tempo per fare tutto. Carlo, allora, allez, avanti o Adèle. La chanson, on pourrait vous chanter Oci Ciornie, que c'est le titre de l'œuvre.
qui est au centre de l'exposition, mais je voudrais partir par une idée et demander à Adèle une chose sur la... parce que quand j'ai préparé l'exposition, que les trois continui m'a demandé de travailler sur le travail qu'ils l'ont fait dans cette année. J'ai vu que la tension, c'est la ligne plus forte entre les travaux, les choses proposées par la galerie et les travaux d'Adèle, c'est la tension, c'est je pense l'âme de ton travail, une idée de tension sociale, de tension idéale, de tension qui est toujours la force plus puissante de ton travail. Et donc je l'ai mis au centre parce que je pensais que c'est l'œuvre qui propose cette pensée et cette idée de tension à travers une chose qu'aujourd'hui a perdu l'idée de faire, ça veut dire un monument. Aujourd'hui, on n'arrive plus à célébrer quelque chose avec un monument. Notre société n'arrive plus à penser un monument autour des idées. Et je pense que ton travail, en revanche, c'est toujours propose un monument, quelque chose. Et donc, je voudrais savoir qu'est-ce que tu penses de l'idée de faire aujourd'hui des monuments. Moi, je fais des monuments de défaites. Oui, évidemment. Pour célébrer des défaites, mais pas des victoires. Je pense que qu'à un moment donné que nous, artistes, on trouve des choses qui sont peut-être des petites victoires, mais pas forcément des grandes. Et je pense que on est très très vite, on tombe comme des pièces ornées dans un musée avec du sous-verre ou bien de vitrines comme ça. Et à ce moment-là, on célèbre ces petites victoires, mais on oublie une chose essentielle que les artistes, la chose la plus importante, c'est de rester en veille et en alerte, et surtout ne pas rester peinard, comme on dit. Et de ne rien faire, c'est plutôt d'aller chercher plus loin et de créer des nouvelles choses. Pour créer, aujourd'hui, on est face à quelque chose de très énigmatique et très difficile à cerner, qui est un petit peu une des victoires éphémères. Récemment, c'était les NFT. Et donc, dans les NFT, on te dit vends ta maison, achète un singe en JPEG et on te dit que c'est une valeur sûre. Donc, pour un artiste, c'est comme quand je vois une œuvre, parce que je suis en Toscane, c'est aussi, ça me fait penser à la Renaissance, ça me fait penser à Léonard de Vinci, ça me fait penser à Saint François d'Assise. Et à l'époque, Léonard de Vinci, fils adoptif, qu'on disait que c'était un bâtard, était adopté par un notaire et il avait accès à toutes les factures de son père, et avec cela, il allait dans la campagne, les montagnes, donc il dessinait des détails, des petites fleurs, des petites feuilles, des arbres dans leur détail le plus profond. Et plus tard, il allait d'une ville à une autre, etc., d'un village à un autre aussi, il dessinait, et puis il expérimentait
je dirais, il copiait des personnages avec du carton et après il le jetait pour observer leurs mouvements, et il les dessinait, etc., etc. Plus tard, il y a eu énormément d'artistes justement qui répondaient assez vite à certaines commandes où ils peignaient justement des œuvres assez vite, où ils ne prenaient pas d'attention aux personnages au premier plan, et même l'arrière-plan, les détails, de tous ces détails. Je crois que Léonard de Vinci a beaucoup souffert de ça. Donc aujourd'hui, créer des monuments avec la technologie où on est confronté, pour un artiste tel que moi, très modeste, un crayon, une feuille blanche et ça me suffit. C'est comme quand j'étais petit, ma mère, elle faisait juste une tranche de pain, l'huile d'olive, et une tranche aussi d'oignon, ce qu'il y avait, donc j'étais rassasié, donc c'est parfait. Je crois aujourd'hui, on est face à un vrai défi, avec le temps, l'espace et l'harmonie. Donc, quand j'ai évoqué tout à l'heure aussi, on peut parler de Saint François d'Assise, qui était un amoureux des forêts, des animaux, des oiseaux. Je pense qu'aujourd'hui, sincèrement, on est dans un algorithme et vraiment on est dans cette difficulté parce qu'on a reconnu notre verticalité et donc on est c'est pas facile, c'est très très difficile. Célébrer quoi comme je vous ai dit, voilà, c'est aujourd'hui quelle victoire, les espaces, c'est comme ce sont de notre imaginaire, ce sont un peu des prisons. Et ces prisons-là, voilà, on a gagné un peu plus, on les a élargies peut-être un peu plus, mais c'est toujours la même chose. Donc c'est toujours la même chose. Donc très très difficile. Je pense que voilà, c'est un artiste maintenant faire un monument. Ça a été fait, bâtir des cathédrales de certains artistes extraordinaires où ils ont vraiment créé des choses. Mais aujourd'hui, c'est le Queen Mary 2 qui est un des plus grands monuments au monde. Et c'est l'œuvre d'art totale, parce qu'il est parti avec des œuvres de Rembrandt, des œuvres de Francis Bacon, et avec des joailleries, des diamants les plus somptueux, les grands crus, et avec des conteneurs où on a plusieurs. Voilà, on peut dire l'œuvre, le plus grand monument, c'est le Queen Mary 2, peut-être. Tu parles toujours dans tes œuvres des racines des arts différents, des arts loin des siècles, parce que toujours, si je regarde ton travail, même dans les titres de la vidéo Iam Proximus Ardet, ça veut dire déjà mon voisine brûle, qui est la phrase qui Aîné a dit quand dans la ville qui était brûlante, ça veut dire Troie qui est brûlant, il voit la maison du voisin qui est déjà détruite. Oui, détruit. De son père, oui. De son père, oui, qui est déjà pris dans le feu. Quel est ton rapport? Tu parlais de Léonard de Vinci. Ici, on a une œuvre de Pontormo qui nous parle de même chose de ton œuvre. Ça veut dire de tensions sociales des époques différentes. Quel est ton rapport avec des racines? J'ai vu que tu es parti d'une histoire de Kafka, ou tu es parti d'une œuvre de Goya, ça veut dire El Pelele. Qu'est-ce que tu trouves dans l'art du siècle qui sont déjà passés? Vous savez, c'est comme je viens de Paris, je pense que il est plus judicieux pour moi parfois de parler plus facilement peut-être d'écrivains ou de compositeurs. Je peux parler de Mahler si vous voulez, ou je peux parler de Giovanni, de Mozart.
ou de Méphisto de Goethe, ou peut-être... C'est comme un écrivain, en vérité, il va faire son roman, il va partir des événements autobiographiques, des choses qui les a traversées, qui l'ont touché, qui l'ont inspiré, de certains détails. Mais une fois il commence à créer son véritable personnage, ces détails ne sont pas disparus, ils sont déjà là, mais il ne va pas les citer, mais qui sont là en fait. C'est comme Proust, c'est l'histoire aussi de ses visites à la National Gallery, certaines peintures, certaines œuvres qui l'ont bouleversé. Et d'ailleurs, Proust, dans tous ses romans, il y a plus que 6000 d'œuvres d'artistes, portraits, des chefs-d'œuvre. Il les a cités, il les a introduits à chaque fois dans ses romans. Donc énormément de détails. Et Proust, par exemple, quand il créait son personnage, à un moment donné, dans des choses mondaines, il va payer quelqu'un pour lui donner ce que lui n'avait pas accès. Le côté caché, secret aussi de ces personnages, parce qu'il part toujours de réel. Toujours dans sa construction, il y a du réel. Et à partir de ça, il va chercher, il va payer un espion. Il va peut-être devenir un ami très proche pour connaître le problème entre les deux couples sur sa fiancée. Et donc à ce moment-là, il va les intégrer dans ce roman. Il ne montre la part que nous, on n'a pas accès, que lui-même n'était pas accès. Donc, dans la construction, évidemment, moi, mon art, ce n'est pas le résultat des dernières années, c'est le résultat depuis toujours, parce que la Renaissance, pour moi, c'était hier. C'était pas longtemps, c'était vraiment hier. L'histoire du Moyen-Âge, c'était hier. Moi, Uccello me parle aujourd'hui, c'est comme si un confrère, un ami que j'invite dans l'atelier, comme on peut inviter pendant des heures et des heures à étudier ou à comprendre ce qui se passait chez Nietzsche, par exemple. Ce sont des confrères, mais qui sont très proches, qui nous font aussi avancer, évoluer, et qui après, il y a l'inévitable, hein, notre quotidien, notre vie, les bombardements, on est tout le temps en alerte. Donc voilà, il y a un événement qui s'est passé en 2016, c'était en décembre, au milieu de décembre comme ça, paf, le chœur de l'Armée Rouge qui allait célébrer Noël justement serré, et paf, un crash d'avion qui étaient cramés. C'est le symbole quand même de l'Armée Rouge, hein, et ça, c'est un événement, pour moi, on ne peut pas passer à côté. Et puis, j'ai un vinyle de mon père qui est très très vieux, qui est resté dans mes archives, et qui c'est au Ciccione, justement, le cœur de l'Armée Rouge. Donc les yeux noirs, évidemment, je ne connais pas le russe, mais beaucoup que je connais parfois dans des fêtes, des soirées comme ça, où ils chantaient cette chanson, ou dans certains endroits, Caviar House ou des choses comme ça. Et puis c'est quelque chose de très très fort. C'est un poème ukrainien, donc voilà, qui arrive, qui rentre, et qu'à partir de ça, ça se cristallise, ça devient, cette idée, elle devient soudain au fond de moi comme un obèse. Pourtant, c'est une idée qui est rentrée comme ça, comme même pas un anorexique, c'est vraiment quelque chose, paf, qui pénètre et qui me pousse après, qui occupe ma pensée, ma vie, mon quotidien, et il faut que je la sorte, et c'est avec des choses que moi j'aime la noirceur, j'aime le côté aussi un peu souterrain,
j'étais marqué par Germinal, j'étais marqué par le charbon. Je suis parfois comme un fakir qui danse sur le charbon, sur la braise. D'ailleurs, l'expression qui dit, qui vient, c'est il est sur la braise. Donc, c'est un peu ça, voilà. Donc, je ne peux pas dissocier ma vie, mon quotidien et mon art. Ils sont très étroits, très très proches, très liés. Une autre chose que je pensais quand je regarde ton travail, et je suis complètement d'accord, ça veut dire que l'art ancien est encore vif si nous parle de choses qui sont toujours vivantes. Ça veut dire des problèmes de l'homme, des idées, des choses. Donc les œuvres, même s'ils sont anciennes de 500 années, sont encore vivants, nous parlent. Mais j'ai réfléchi, je crois aussi que l'art peut montrer des choses avant qu'il arrive. Et je réfléchis, quand je regardais tes œuvres, les premières œuvres, que même à la fin des années 80, premières années de ce siècle nouveau, quand dans l'Occident, on pensait que la société était souriant, et tout était magnifique, tu arrivais facilement dans toutes les fractures, les choses, je sais pas en français, les conflits entre hommes différents étaient résolus par une vie facile. Ton œuvre montrait déjà des choses, ça veut dire la violence, la mort, le problème entre sociétés différentes. Donc tu as vu avant des choses qui aujourd'hui sont arrivées chez nous aussi. Ça veut dire moi j'ai vécu Daesh avant Daesh. Donc oui, j'ai vu... tu l'as vu parce que c'est ton histoire, ou tu l'as vu parce que ton regard d'artiste sur la société, c'était plus profond que le nôtre, qui était dans les mêmes années? Moi, ça touchait à ma peau. Je pense que, je dis bien, l'islam en tant qu'institution, tel que j'ai vécu. Je ne sais pas, avant peut-être l'islam de lumière, mais je ne l'ai pas connu. Moi, je connais un islam assassin, un islam sanguinaire, un islam anti-femme. On te dit que hier, on a décapité ou démembré 13 femmes et posé sur la place. Pourquoi? C'est des femmes qui refusaient de mettre de voile. On te dit qu'un village, la veille, 2000 à peu près, égorgés, incendiés. Et la question, pourquoi? Pourquoi? Voilà. Donc la radicalisation, j'ai vu des jeunes, j'ai vu des cousins, j'ai vu des proches, j'ai vu des étudiants, j'ai vu des professeurs qui sont devenus des terroristes. J'ai vécu mon directeur et son fils assassinés à l'école des Beaux-Arts. À l'époque, on tirait 2 balles dans la cervelle à certains journalistes et à certains écrivains, justement pour tirer ce qu'on appelle le cerveau. C'était un message qui était répétitif, récurrent. Mais comme à l'époque, il n'y avait pas encore certaines presses, il n'y avait pas encore... C'était le début d'Internet et des choses comme ça. L'Algérie, elle était très isolée et on parlait si peu. Pourtant, les Algériens, ils ont beaucoup souffert, ils ont combattu le terrorisme. Et je crois que c'est un des pays quand même qui a réussi à éliminer sérieusement et même dans le fond le terrorisme, et qui était une vraie machine à exécution. C'était vraiment la machette, hein, c'était la machette. Donc les bombes piégées.
Donc c'est des choses pour moi très douloureuses et très difficiles d'en parler, malheureusement. C'est comme ça, il y a beaucoup d'histoires, il y a beaucoup de choses, et ce n'est pas la peine de les réveiller parce que ce sont des choses... Moi, quand j'étais petit, on jouait, on était des enfants, on était des innocents, mais il n'y a rien de... Et donc on prenait un chien et on lui mettait des canettes de conserve, c'était Nestlé, c'était des choses comme ça, de tomates, d'olives, de sardines et tout ça. Et le chien, il courait. Et c'était notre façon aussi, ça veut dire pour dire le passé, c'est le passé. Mais bon, mais le passé, on ne peut pas non plus l'effacer parce qu'il y a toujours du bruit. Hein. Donc, ces canettes, ces boîtes de conserve, quand le chien il court comme ça, c'est voilà. Donc, c'est le passé aussi. Donc, il y a des bruits, oui, il y a du bruit du passé, oui. Mais le plus important, c'est on est là et regardons devant. Ce que j'ai appris, c'est je regarde devant, je regarde en face. Les sujets sont très nombreux, la violence, la jalousie, la guerre, la haine, l'amour. Ils sont tous répétés maintes fois dans tous les livres saints, soit l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, la Torah, le Coran, jusqu'au taoïsme. Tout ça, c'est réellement, ils parlent toujours de la même chose. Tu ne tueras point. C'est pas moi qui l'ai inventé, c'est écrit, c'est dans l'Évangile. Donc c'est écrit, c'est Saint Matthieu, c'est 27, c'est écrit, tu ne tueras point. C'est pas moi qui l'ai inventé. Tu ne feras pas d'image. C'est pas moi qui ai dit ça, c'est les tables de la loi. Donc c'est quand même un artiste, c'est juste un désir de transformer, changer quelque chose autour de lui, autour de sa famille, de ses amis, de ses proches. Mais nous devons créer. Pour créer, évidemment, c'est un risque. C'est un risque, il faut le prendre. Mais on est, comme je l'ai sonné tout de suite, c'est qu'on est face à quelque chose d'assez incroyable, mais qu'on n'a pas encore vu. Elle est en œuvre, mais aussi c'est les prémices d'un monstre qu'on ne se rend pas compte. Jusqu'à maintenant, on n'a pas vécu ça. En tous les cas, l'homo sapiens. Hein. Évidemment, la nature, elle fera ce qu'elle fera. Hein. Elle peut débarrasser de nous. Hein. Elle n'a pas besoin de nous. Ça, c'est une chose que je voulais te demander. Ça veut dire aujourd'hui, quand on pense à la nature, on pense à une nature... c'est un peu celle que nous porte la publicité. Ça veut dire une nature qui est belle, qui n'a pas une violence. En revanche, la nature que tu représentes, ça veut dire les animaux, les choses sont très violentes, terribles, parce que la nature... Et je trouve que ça, c'est une image de la nature ancienne, ça veut dire grecque aussi, ça veut dire une puissance incroyable, même violente, que peut nous détruire sans nous regarder dans les yeux. Et donc ça, c'est une nature, je pense à ton œuvre avec les animaux, ça veut dire là. Et cette violence, je veux te demander, c'est la violence des hommes ou la violence des hommes, c'est la violence de la nature? C'est l'homme, l'animal le plus féroce de tous les animaux. Depuis qu'il a reconnu sa verticalité, il n'a jamais cessé. Or que c'est l'homme en premier qui était isolé, qui était en face de prédateurs, ça veut dire d'un jaguar, d'un lion, d'un cerf. C'était l'homme vraiment qui était... mais c'est l'homo sapiens le plus redoutable. Il a compris qu'est-ce qu'il fera avec une pierre, après comment enchaîner la pierre avec un morceau de bois, et il a créé la lance, et voilà, et après il ne s'est jamais arrêté jusqu'à maintenant. C'est l'homme. Moi j'aime bien, j'aime un endroit comme ça où j'y vais m'isoler comme ça pour travailler parfois, pour réfléchir un peu, et je trouve que c'est extraordinaire. J'ai découvert vraiment ces peu de temps
l'ordre ou la liberté que j'ai trouvée, parce que je suis au milieu comme ça, d'une petite forêt comme ça, et les oiseaux, ils chantaient, ils criaient, puis ils se réveillaient quand ils veulent. Pourtant, ils sont en famille, ils sont ensemble, et ils se couchaient aussi quand ils veulent. Donc, ils sont très libres. Or que nous, Homo sapiens, on est victime quand même de notre quotidien. Donc, ça veut dire le jour, la nuit. Et dans la journée, ça veut dire ça veut dire les amis, c'est la famille, c'est la surprise d'un rendez-vous, ça veut dire le travail, ça veut dire activer un futur. Donc, en fait, on est vraiment... on n'est pas du tout, si on veut parler de liberté, hein, parce que je ne touche pas à ce mot, mais c'est vraiment... on est les moins libres en vérité, de tous les animaux en vérité. C'est pourquoi je dis que nous, on est les plus féroces. Parce que même les hippies en fait, qu'on a dit qu'ils sont les libérateurs de la fameuse histoire de la sexualité, de certaines libertés, le temps, de certains mœurs, de vêtements, de ressemblances, des cheveux et certains rituels que la société contemporaine et même ancienne et la plus récente et la plus vieille, si on veut, ils n'étaient pas autant libres. Déjà, ils ont gardé le même calendrier, les mêmes saisons, les 364 et 5 jours. Ils sont rangés, voilà, ils ne sont pas épais totalement. Donc, je pense que l'homme, c'est l'animal, si on veut parler, le moins libre. Et il a découvert le langage, donc la langue. Hein, il a découvert la chose la plus puissante, c'est le verbe, hein, c'est le mot. Hein, avec ça qu'on a réussi à comprendre, grâce au langage, certains rituels, certaines choses, même en Amazonie ou dans des fins fonds de tribus en Australie ou je ne sais rien. Il y a un documentaire 86, c'était par Werner Herzog, qui est exceptionnel. Et justement, il a filmé ce monsieur vieillard qui était le dernier qui parlait sa langue. C'était le dernier patrimoine, témoin de sa langue aborigène. C'était le dernier. Et donc, ils l'ont filmé, mais personne ne le comprenait parce qu'ils pensaient qu'il y a un problème vraiment... thérapeutique, qui les chamane, mais en fait, il parlait sa langue et on voit l'intelligence de Werner Herzog, comment il rapprochait tous les gestes. Ils ont compris en fait qu'il veut transmettre à quelqu'un. Ça, c'est dingue, c'est incroyable. C'est un documentaire qu'il faut vraiment le voir parce que il est très très fort et très profond. Il montre combien la condition humaine transmettre. Il ne veut pas mourir, il refuse de mourir parce qu'il souhaite que quelqu'un apprenne sa langue de ses ancêtres. Et c'est comme s'il meurt, tout meurt avec lui. Il voulait vraiment transmettre ça. Et c'est extraordinaire. Et après, qu'il poursuit, bien sûr, après en Afrique, d'autres tribus où ils ne sont que 25, etc. Mais c'est fascinant, c'est magnifique. Donc, voilà, donc je ne sais pas, c'est que le Covid nous a dit des choses, le terrorisme nous a dit des choses, et encore, la guerre de l'Ukraine nous rappelle des choses, et etc., etc. Donc je pense que on est face à quelque chose, les prémices de monstruosité, je crois. Pessimiste ou optimiste, ça ne change rien. Si je dis que je suis pessimiste, qu'est-ce que ça change? Si je vous dis que je suis optimiste, qu'est-ce que ça change? Ça ne change rien. Pour nous, c'est qu'on a besoin, c'est vrai, d'être unis. Et je pense que les gens, nous, de la paix, hein, je dis bien, parce que les gens de la guerre, ils sont très, à la fois nombreux, mais ils sont très unis. Donc si nous, on est unis, nous, les gens de la paix, ça peut être fantastique, ça peut être extraordinaire. Et je pense que les urgentissime, qu'on se parle, qu'on bouge. Nous,
voilà, je reviens à l'idée de monument. Moi, sincèrement, célébrer, ça peut être petit, infiniment petit, mais il y a quelqu'un qui était, parce que je suis pas très loin d'Assise ici, donc Assisi, et justement, Saint François d'Assise, il est venu justement, il a fait la tonsure, et c'est DVT, c'est le premier épée de l'histoire de la religion pour le Vatican, c'est extraordinaire, c'était le premier épée avant Mick Jagger, avant Jimi Hendrix et avant Mario lui-même. Et lui, voilà, il s'est dévêté, il s'est jeté ses vêtements, et il est devenu saint, il commence à parler la langue de Dieu, c'est la langue des oiseaux, et après, il parlait justement de cet infiniment petit, ça veut dire la lumière, la nature, la forêt, les sons, le rythme des insectes, leur harmonie aussi, et finalement l'homme c'est infiniment petit, tout petit, modesté, humilité, et c'est ça le grand message de Saint François d'Assise, parce que c'est la distinction de l'ancienne Église vers la nouvelle Église. Et donc, ils sont parlé des stigmates et la douleur de l'autre, parce que la souffrance, qu'est-ce que c'est réellement la souffrance? Qu'est-ce que c'est ma souffrance? Si j'ai une rage dedans, est-ce que c'est vraiment la rage on peut avoir la même chose? Je ne sais rien, mais c'est l'infiniment petit, ça me plaît beaucoup, moi. Et que pour ne pas dire le antémonument, s'il y en a, pourquoi pas, mais il y a eu des inventions extraordinaires, des trouvailles extraordinaires. L'homme a toujours trouvé des solutions, donc toujours, et c'est ça qui est magnifique. Ça, c'est la dernière question. Maintenant, une autre question, c'est que je trouve extraordinaire dans ton travail, tu es capable de transformer en symbole des choses qui arrivent dans la vie de tous les jours. Et nous sommes en Italie, je dois te demander une question sur une œuvre qui à l'époque a été vraiment une chose entre deux peuples. Ça veut dire Coupe de tête 2012, non? Zidane et Materazzi, ça veut dire un monument. 2006, ah voilà, excusez-moi. Le coup de tête, hein. Oui, non, l'œuvre, ça veut dire... Oui, à Berlin, c'était 2006. 2006, voilà. Peut-être, c'est à Berlin. Oui, mais ton œuvre, c'est... Oui, 2010. 2010, voilà. Et c'est une œuvre très importante, je trouve, mais je voulais te poser une question un peu provocatoire. Ça veut dire, c'est un monument politique ou un monument pop? Oui, parce que l'image, c'est une image éclatante, ça veut dire une image qui est devenue une espèce d'idée, même dans la mémoire collective, non? C'est une espèce de célébration du sport. Ça pourrait être éclatant comme les images pop. Mais je trouve que ton monument, c'est un monument politique. Quelle est la... En fait, dans le pop art, ça veut dire qu'il est fini avant qu'il soit fait. Moi, je l'ai fait. Hein. Le pop, c'est déjà fini. Oui, non, mais je sais. Non, mais je sais, je dis que c'est... Mais je pense, pour moi, c'est un monument anti-agressivité. Voilà. C'est ça le message, peut-être. Parce que la violence ne me dérange pas. Parce que ça n'existe pas quelque chose qui n'est pas violent. Tout est violent en vérité. C'est un accouchement. Moi, j'ai aidé ma femme à accoucher mes enfants. Mais c'est très, très violent. Et après, plus tard, évidemment, j'ai lu des choses que je trouvais dans la Bible. Là, c'est extraordinaire. Hein, comment Dieu, justement, a puni Ève et Adam parce qu'ils ont touché au fruit de péché. Donc, c'est la pomme. Et après, pour la punir, il lui a dit... tu vas accoucher, mais avec beaucoup de dollars, à beaucoup de violence. Donc j'ai trouvé ça plus tard, mais c'est très violent.
c'est tous les jours, voilà, moi voilà, caresse un chat et vous allez voir comme c'est violent. Donc ça dépend le degré. La violence, ça nous a donné, ça a donné l'ampoule, ça a donné la lumière, ça veut dire la caverne de Platon quand il est sorti. Voilà, c'était très violent. Il a vu la lumière, il a découvert, il a sorti de ses ombres. Mais une chose est sûre, c'est que on est dans le retour à la caverne de Platon aujourd'hui. Et c'est ça la chose, c'est le retour avec l'obscurantisme, avec tout ce qui se développe aujourd'hui, le néoconservatisme, qu'on le retrouve aussi de musées, de galeries, d'éditeurs, les lieux de la culture. Aujourd'hui, il y a un retour au néoconservatisme assez inquiétant et qui vient avec ces satans des réseaux sociaux et qui, le nombre de livres aujourd'hui qui sont censurés, qui sont sublimes, Lolita est censuré aujourd'hui, on ne peut pas. Le miroir noir comment il s'appelle, ils sont censurés aujourd'hui, qui sont chefs-d'œuvre, un livre exceptionnel, très important, de Conrad. Il est censuré, il est interdit. Aujourd'hui, maintenant, il faut demander à certaines universités aux États-Unis une autorisation. Ça veut dire que le professeur et que tous les étudiants, ils ont signé un formulaire et que ça soit filmé pour parler de Ovide. Monde de Dieu. Tu as touché un des problèmes les plus importants. Le rêve de Ayatollah s'est réalisé, mais sans que se rende compte, à travers certains protestes, à travers des choses. De toute façon, toutes les révolutions sont toujours violentes. Ça ne peut pas être autrement. C'est bien. Mais à un moment donné, il faut s'arrêter, il faut réfléchir un petit peu, parce que c'est quand même, on est en train aussi de perdre des choses qu'on a déjà gagnées. Et c'est vrai que ce néoconservatisme, il est en train de devenir partout. J'ai connu quelqu'un, mais on sait peu, hein, mais c'est pas un ami, mais on a un peu bavardé. C'est Roberto Saviano, que vous connaissez tous, j'imagine. Et Roberto Saviano, qui était un observateur très affûté, extraordinaire, depuis de nombreuses années, qui a développé des observations extraordinaires. C'est comme si les plus grands observateurs et ceux qui s'adaptent les meilleurs à tout changement, les mœurs, le style, les vêtements, la musique, l'écoute, même les façons de se nourrir, façon de parler, de vocabulaire qu'ils ont inventé le plus, ce sont vraiment les dealers. Parce que ce sont vraiment les plus grands observateurs selon lui. Et les dealers qui vendent de la drogue, parce qu'ils savent si c'est la bonne cam, si c'est la mauvaise, comment il faut la découper pour la distribuer, quel groupe. Il y a l'autre qui s'est fait tuer, donc il faut le remplacer, puis l'autre il est démodé, etc. Ce sont les dealers, les meilleurs observateurs de notre temps. Et tout ce qu'on va crier, c'est eux finalement qui s'adaptent le plus que nous, en vérité. Et ça peut être une piste pour d'autres choses, comment il faut s'adapter à toutes ces transformations, à toutes ces choses un peu urgentes, un peu avec vitesse. Et voilà, donc je ne confonds pas bien sûr les œuvres d'art avec des dealers, donc je ne me lance pas dans cet humour-là, mais c'est sérieux. Mais quand même, voilà, il faut s'adapter, mais intelligemment. Il ne faut pas toucher à certaines œuvres d'art. Je trouve qu'on censure aujourd'hui certains artistes dans des musées comme Gauguin, par exemple. C'est complètement ridicule. Personne n'a vécu son époque, personne n'a fait un entretien avec lui, or qu'il a ouvert des grandes portes à tous les artistes. Il a ouvert à Picasso, il a ouvert à tout le monde des portes, il a ouvert des tribus, il a ouvert des îles, il a ouvert des continents. C'est un immense artiste. Et après, bon, on le censure comme ça parce qu'on pense qu'il a pratiqué des choses, mais à son époque, on n'était pas là. Je ne sais pas, c'est quand même honteux, je crois, de censurer des choses extraordinaires. Je pense qu'on doit
réagir à ça, hein, à la censure, réagir parce que il s'agit de nos enfants, il s'agit aussi de la transmission, et donc il faut qu'on prenne conscience qu'il y a des conservateurs, il y a des gens qui utilisent ça, il faut faire gaffe, c'est très dangereux. Ce que je dis, mais sans comme un mec qui va prêcher en toute modestie, je suis un artiste simplement, donc je ne suis pas un journaliste, je ne suis pas un juriste, je ne connais pas. C'est pas mal être un artiste. Voilà, mais une dernière question avant parce que je pense que les temps c'est... Mais une œuvre que j'ai dans... ton œuvre que j'ai dans la mémoire, il y a la terre qui brûle. Voilà, il y a un homme qui porte la terre qui brûle. Une question que ça pourrait être stupide, mais tu penses que l'art peut être la chose qui jette un peu d'eau pour éteindre le feu qui est sur la terre ou pas? Un artiste, avant d'écrire un poème, j'espère que s'il y a le feu, il y a un incendie, d'abord il va venir en aide d'abord aux victimes, et après il va sublimer son poème. Mais d'abord, c'est ça un artiste, quand on dit un artiste responsable, c'est d'abord aider à éteindre le feu. C'est pas juste prendre son téléphone, allô les pompiers. Ça, on ne veut pas de ces artistes-là. Allô? Moi, je l'éteins. Tu l'as brûlé. Tu l'as brûlé. Ci sono delle domande? Qualcuno che ha qualcosa da chiedere ad El? Non siate timidi. Abbiamo San Mario. Facciamo un giro, vai. Sì, se vogliamo fare la mostra va vista come tutti i percorsi. C'è una domanda, vedo? Era una domanda? Sì, no. No, ho visto il dito alzato come alle aste, no? Quindi uno alza il dito. È una curiosità più che una domanda. Ammiro moltissimo il lavoro di Adele, che a livello di posizione concettuale, posizione anche di idee molto forte. La mia curiosità è che lui ha anche sempre una posizione molto attenta a livello tecnico e di materiale delle sue sculture, anche quando fa i disegni o quando è tutto molto raffinato anche a livello tecnico della disciplina classica, accademica. Non so se accademica è la parola giusta. Se mi può dire qualche cosa della sua posizione da questo punto di vista. Scusate se l'emozione non riesco a formulare in italiano. Anche io volevo chiederglielo prima, poi il tempo. Il dit qu'elle aime beaucoup ton travail, il trouve ton travail très fort, mais il admire aussi ton travail technique, de point de vue technique, qu'il trouve très raffiné de point de vue par rapport à l'histoire aussi de la technique académique ancienne. Donc il trouve que dans ton travail, il y a une transformation contemporaine, mais du niveau technique très haut. Et il voulait savoir qu'est-ce que tu penses, quelle est ta vision de son travail de point de vue technique, qu'il trouve très raffiné. Voilà. Oui, en fait, la technique, ce n'est que la sémiologie de langage, en vérité. La technique, c'est une forme, bien sûr, de
de progrès. Comme j'ai dit tout à l'heure, moi, il me suffit juste un peu de charbon, une feuille blanche, et je pense que je peux écrire un poème. Mais effectivement, parce que le dessin, ça a été ma première langue, qui est 60 cm de ma main, et puis, paf, il y a quelque chose. Mais en fait, plus tard, c'est vrai que la technique m'a ramené à les matériaux, parce que j'ai utilisé le sel, j'ai utilisé le marbre, j'ai utilisé le bois, les voirs, beaucoup de matériaux organiques, le bronze, l'aluminium, le cannabis. Donc c'est vraiment la technique m'a ramené vers les matériaux, parce que c'est dans les matériaux, il y a une substance qui est cachée. C'est comme je vous dis, à l'intérieur, en moi, c'est de marbre. Je suis de marbre de l'intérieur pour certains principes, mais à l'extérieur, je suis un matériau qui peut se plier. Et donc, c'est un peu comme les rêves des jours. Donc, pour moi, ce sont des rêves, ce sont des substances intérieures qui émergent à travers des souvenirs qui peuvent lointains ou très proches. Il y a vraiment une histoire de mémoire dans les matériaux chez moi. C'est vraiment la mémoire. Si on dit quel est ton tissu de mémoire, je vous dis par exemple le marbre. Oui, c'est ma mémoire. Et comment parce que j'étais emmené de voir des sculptures que quand j'étais jeune à l'école des Beaux-Arts, j'ai beaucoup dessiné des sculptures qui étaient produites par le marbre. Donc la blancheur de marbre me parle beaucoup, beaucoup. C'est comme ça, c'est pas moi, c'est Miles Davis. Dans sa petite enfance, il a failli mourir par une explosion de gaz. Et c'est pourquoi il a continué plus tard à reproduire Kind of Blue, le bleu du gaz, de cette flamme-là. Ça l'a marqué à vie. Elle est restée indélébile. Il y a des choses qui ne restent en vérité. Et après qu'on va les produire avec le même timbre, avec le dessin ou le charbon, ou des choses qui sont récurrentes, qui vont revenir, même si on touche à une forme de technologie, quoi qu'il arrive, on va toujours retrouver cette flamme, si on veut parler de flamme, par exemple. Et donc, c'est sincèrement la technologie ou la technique, voilà, ce n'est résumé avant moi, ce n'est que la sémiologie du langage. C'est la technique. Il y a des prouesses, il y a des inventions, évidemment, il y a des choses extraordinaires. C'est comme tout à l'heure, je disais à Lorenzo, la naissance par Charles de la machine à coudre. C'est extraordinaire. Il était un génie de trouver comment coudre, mais à l'envers, et l'aiguille qu'elle tombe au même moment. Et comment mais c'est incroyable. C'était des essais. Donc c'est la même chose quand on veut fabriquer un bon cru, un bon vin, c'est aussi de la technique. Ça veut dire que par exemple, pour obtenir un vin qu'on appelle les clos, par exemple, j'étais à Lyon pour un vin qui était spécifique et exceptionnel, qui s'appelle la Barbarine, par exemple. Ils mettaient des clos avec des pierres déjà, ça veut dire pour conserver le vent. Et deux, c'est une technique romaine qui était retrouvée, c'est pourquoi on dit le Codrotti, c'est le seul vin au monde, on utilise de 5, parfois 20, très rare, mais en fait les Romains, ils ont fait des griffes de raisin blanc, et ils mettaient juste un petit peu, et l'autre c'est du raisin rouge. Et ce mélange-là, il est unique au monde, c'est des griffes et qui donne le Codrotti. Et c'est
exceptionnel, c'est cette subtilité, cette trouvaille entre ce raisin blanc, ce raisin rouge, ça donne un vin unique, unique dans le goût, dans la clarté, dans sa... C'est rare. Et quand on va, par exemple, si je veux parler, mais je ne connais pas bien les vins italiens, mais on va, par exemple, à Bordeaux, et en fait, c'est aussi les parcelles, c'est des parcelles, en fait, et la direction par rapport au vent, comme par exemple, si on prend un Pétrus, tout va comme ça. Comme ça, les branches, ils montent comme ça, que de ce côté, comme ça, et ça donne, pour trouver, en fait, finalement, d'un côté, un équilibre très précis, observé depuis des siècles, comment chercher l'humidité, comment chercher aussi le côté métal, comment chercher le côté de certaines racines, de certains presque chimiques dans la terre la plus proche pour garder justement certains fruits secs, etc. C'est fascinant. Juste à côté, on trouve plutôt des branches qui vont comme ça, et ça donne cette qualité de vin. Donc c'est la même chose, je pense, celui qui fait de l'installation, qui pose un objet comme Marcel, si on parle de la Joconde, chez le coiffeur, donc voilà, et donc il met la Joconde, et puis après ses moustaches à côté. Donc ça reste toujours de langage, ça reste toujours, on est dans le langage, mais c'est comme si le plus et le moins, et paf, et ça marche. Donc la trouvaille, comme quand on lit un poème haïku, ou on lit un poème de Eliot, ou on lit un poème de Homère, ou voilà, c'est une autre composition, c'est une autre fabrication dans le secret du travail d'un poète, et en fait qu'un artiste dans sa production, dans son art, parce que là on parle de la technique, c'est pas comme un magicien où il va pas montrer le tour, sinon ça sera pas de la magie. Or que l'artiste, il n'y a pas de problème, il peut expliquer, pour le démontrer, il peut le dire, mais ça détruit rien de sa force, de sa substance, de sa magie, parce que c'est la technique pour produire justement, au final, qu'on dit c'est une œuvre d'art, accrochée sur un mur ou un plafond, posée au sol. On est toujours dans la technique, mais ça dépend de ce qu'on fait. Moi, je suis un artiste aussi du sens, et je passe beaucoup plus de temps à me presser comme un pressoir pour faire du raisin ou bien pour faire de l'huile d'olive. Donc voilà, j'attends les saisons, moi aussi, que ça pousse, que ça se nourrit, qu'on prenne beaucoup d'attention, et après au final, la presser, la mettre peut-être dans une bouteille ou dans un flacon, ou dans un tonneau, je ne sais pas, mais en tous les cas, avec cette technique-là, il y a beaucoup d'attention. Il y a beaucoup d'attention. C'est l'intention qu'on met. Et c'est pourquoi qu'on dit que c'est de l'art, ou si on est des artistes, parce qu'on met beaucoup de l'attention. Et dans l'attention, il n'y a pas que l'amour, c'est l'attention. Il n'y a pas plus haut, je crois, que l'attention. C'est un mot qu'on peut produire, qu'on peut l'épouser pour la technique, c'est l'attention qu'on met, et le degré, l'intensité de cette tension.